Ce voyage, il a été atypique, je dois le dire. Je mentirais si je dirais que c'était très prévu. Il y a 15 ans, je me voyais à Microsoft ou dans la Silicon Valley, mais ce n'est pas vrai. Il était atypique, mais il a été aidé par certaines valeurs fondamentales, à mon avis. Moi, j'aime dire, ou j'aime penser que les succès, c'est il y a la passion, il y a l'impact que tu as, il y a l'excellence. Mais après tout, maintenant, le tout est exposé par la visibilité. Donc, la visibilité a un aspect un peu multiplicatif. Une nouvelle année, de nouvelles personnes, de rencontres incroyables, encore une fois, cette année. Et dans cet épisode, nous accueillons Josuel Moussambahani, un jeune Congolais à la trajectoire incroyable. Ça, vous allez vraiment le remarquer. De son début à Morehouse College, comme major de promotion de son rôle, mais aussi actuellement, il a comme rôle chez Microsoft comme ingénieur sur le projet Azure, la plateforme Azure, où ils sont dans l'Internet des objets, qu'on appelle IoT. Voilà. Internet of Things. Yes. Ok. Alors, Josuel a su se démarquer par son leadership, son expertise technique et son engagement philanthropique. Je crois qu'on aura le temps de beaucoup plus en parler. Bienvenue encore, et je dis bienvenue à Josuel. Peut-être il faut commencer par te présenter. Moi, je ne saurais pas complètement. Oui. Vous avez fait un très bon boulot d'ailleurs. Mais je m'appelle Josuel Moussambahani, comme vous venez de le dire. Je suis natif de Goma, né et grandi ici. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires à Kaouta et Metanoia respectivement. Et dès les bas âges, pendant que je grandissais, mes parents continuaient à me dire, et ils continuent à le dire d'ailleurs aux jeunes enfants, que l'éducation, c'est l'héritage qu'ils pourraient nous donner. Et j'ai tenu ça à cœur, et ça s'est transmis, ou ça s'est traduit par la manière dont j'ai travaillé même à l'école. J'essayais de m'exceller parce que je disais je vais vraiment maximiser de cette opportunité pour les parents de nous propulser quelque part. Et de Metanoia, j'ai eu une opportunité alors en passant par Bukavu, j'ai fait une année en médecine, curieusement. Ah bon? Mais après une année en médecine, j'ai fini par avoir une opportunité d'aller étudier à Morehouse College, comme vous venez de le dire, et j'ai fait 2 facultés à Morehouse College, en l'occurrence les mathématiques et les génies informatiques, computer science, et avec la même optique de vouloir être excellent, avec la même optique de ne pas laisser les défis d'un nouvel environnement, par exemple, ou d'une nouvelle langue, mais mettre à terre. Je me suis débattu pour continuer à bien travailler même là-bas. J'ai fini major de promotion dans les 2 promotions, la promotion des mathématiques et des génies info. Mais oui. Vas-y. Je veux juste un peu revenir sur le choix que vous avez fait, mathématiques et génie informatique. Oui. Pourquoi ces choix? Pourquoi le choix mathématiques et génie informatique, juste au dos de la médecine, bien sûr, c'est une très bonne question. Les choix des maths, pour moi, ça revient d'abord à l'adaptation. Je suis arrivé et je ne parlais pas bien anglais quand j'étais à Morehouse College à Atlanta. Et moi, je me suis dit au début que j'aime les maths. D'abord, ça, c'était très important. J'aimais les maths. Mais aussi, les maths sont universelles. Donc, vous n'avez pas besoin de maîtriser l'anglais pour mieux faire en mathématiques. Alors, et je savais aussi que les maths ont la capacité de nous apprendre à apprendre. Donc, si vous avez la capacité d'apprendre les maths, ça facilite d'assimiler d'autres matières. C'est alors que j'ai choisi les maths. Mais les génies info, c'est venu d'une autre manière. J'ai une petite histoire par rapport à mes parents, d'ailleurs, dans la même optique de l'éducation. On avait des ordinateurs quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans,
vieux ordinateurs, des gros ordinateurs qui avaient un logo Macintosh en couleur. Je sais pas si c'est familier. Et on ne savait pas quoi faire avec, mais moi et mon frère, on passait beaucoup de temps, à part jouer aux jeux solitaires et ainsi de suite, on passait beaucoup de temps à juste saisir des choses dans Microsoft Word, Excel, ainsi de suite. Mais très rapidement, parce que c'était vers les années 2000, il y avait vraiment pas beaucoup de personnes qui avaient des ordinateurs dans la ville de Goma. Très rapidement, on avait maintenant des étudiants à l'Université libre des Pays des Grands Lacs venir vers nous et nous demander de saisir leurs documents pour qu'ils nous payent, en fait. Et nous, on le faisait pour rien. Donc, on saisissait de tout et de rien. On prenait des livres dans la bibliothèque de papa et on essayait de saisir. Et moi, je pense que c'était la première fois, quand j'avais moins de 10 ans en tout cas, que j'ai réalisé que les numériques avaient un potentiel. Parce qu'il y avait des gens qui étaient 10 ans plus âgés que moi qui venaient et demandaient de nous payer de l'argent pour qu'on puisse saisir leurs TFC, leurs travaux de fin de cycle. Mais alors, moi, je n'envisageais pas une carrière dans le génie info jusqu'à ce que je suis arrivé à Morehouse College et mon cours introductif, c'était enseigné par 2 enseignants qui venaient de Google. Et ils travaillaient sur la plateforme Gmail, que beaucoup d'entre nous utilisons d'ailleurs. Et pour moi, ça, c'était transformatif. Parce que moi, je pensais que Gmail, bon, je peux saisir sur Word ou Excel, mais Gmail, c'est quand même la magie. Et voir 2 personnes qui travaillaient en live chaque jour sur ça m'a inspiré de vouloir être un peu plus curieux. J'ai posé beaucoup de questions. À ce moment-là, je n'avais que la faculté des mathématiques comme faculté. Et voilà, le reste est devenu une histoire. Ils m'ont guidé. Je suis passé par beaucoup de hackathons. Je suis passé par beaucoup d'expériences dans la Silicon Valley. Et voilà. Mais vraiment, moi, je pense que l'étincelle est venue de la curiosité que j'avais en étant tout petit. Mais c'est passé aussi par l'inspiration d'autres personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en mi-chemin. En parlant de la Silicon Valley, ouais. Pouvez-vous nous raconter un peu comment un jeune de Goma est passé évidemment de cette ville où tout est chaotique, où tout semble ne pas marcher, à des startups de la Silicon Valley et aujourd'hui à un rôle clé chez Microsoft. Comment ce voyage a été? Ce voyage, il a été atypique, je dois le dire. Je mentirais si je dirais que c'était très prévu. Il y a 15 ans, je me voyais à Microsoft dans la Silicon Valley, mais ce n'est pas vrai. Il était atypique, mais il a été aidé par certaines valeurs fondamentales, à mon avis. D'abord, il y a l'excellence. Moi, j'aime dire, ou j'aime penser que les succès, il y a la passion, il y a l'impact que tu as, il y a l'excellence. Mais après tout, maintenant, le tout est exposé par la visibilité. Donc, la visibilité a un aspect un peu multiplicatif. Alors, pour rentrer dans les 3, moi, j'étais déjà passionné par quelque chose. J'ai travaillé bien avec les ordinateurs, même si je ne codais pas comme tel. J'aimais les sciences en général. Mais aussi l'impact que je voulais avoir, c'était une fois que j'ai vu ces personnes-là qui travaillaient sur Gmail par exemple, j'ai posé une question par rapport à combien de personnes utilisaient Gmail et ils m'ont dit dans les milliards. Donc carrément le 1/5 ou le 1/4 du monde peut être en train d'utiliser Gmail pour le moment. Alors j'ai été poussé par cette idée-là de dire je peux apprendre quelque chose qui peut impacter des vies. Et de là, il y a maintenant l'excellence. Il faut travailler beaucoup. Et même avant que je ne puisse arriver à Morehouse, j'étais premier de la promotion ici à Metanoia pour les examens d'État et pour les points normaux. Et après, il y a aussi l'excellence vient avec beaucoup de labeur, beaucoup de travail. Avant que je n'arrive à la Silicon Valley, je vous ai dit, j'ai eu une première expérience dans des compétitions appelées hackathons, que je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait avant. Mais les hackathons, ce sont des compétitions très intenses de 24 à 72 heures où vous êtes chargé de concevoir une application qui doit marcher, qui doit être fonctionnelle dans ces délais-là.
Mais c'est une façon de vraiment pousser les cerveaux aux limites, de faire quelque chose à un temps record. Et voilà, à part ça, il y a eu beaucoup de réjections aussi. Donc, j'ai fait beaucoup d'applications à des organisations dans la Silicon Valley qui, à la base, me disaient, bon, tu n'es pas prêt, ton profil n'est pas prêt. Ah bon, mais au lieu de voir ça comme une porte fermée, moi, je voyais ça comme une opportunité. Et je posais toujours des questions. Après l'interview, j'ai dit, mais vous dites que je suis pas prêt, mais de quoi il s'agissait vraiment, les choses que vous cherchez que je n'avais pas. Et donc, ils disent, bon, je crois que votre CV manque ces éléments-ci, et j'ai rentré travailler. J'ai eu carrément plus de 50 non avant que je n'ai la première réponse positive. C'était une start-up appelée Jawbone. Ils fabriquaient des baffles, ils fabriquaient des écouteurs, ils fabriquaient aussi des bracelets, des bracelets fitness au fait. Et à partir de là, quand vous avez votre première opportunité, elle définit en fait les prochaines opportunités aussi. Parce que de là, les autres personnes venaient. Maintenant, il y a Slack qui est venu, une entreprise de communication pour ceux-là qui utilisent Slack. Et ils se sont dit, bon, on a vu ce que vous venez de faire à Jawbone et j'ai construit une application web pour leur programme de recrutement. Et on veut que vous puissiez venir travailler chez nous. Et de Slack, j'ai fait 2 ans d'affilée en stage chez Slack. Et Microsoft est venu aussi. 2 ans de stage. Oui, 2 ans de stage, mais pendant les étés. Donc, j'ai rentré à l'école pour travailler. Et puis, pendant les étés, à partir de mai jusqu'en août, j'ai rentré chez Slack travailler. Mais le parcours pour rentrer dans la Silicon Valley et parler un peu de Goma aussi, c'est de vraiment marteler sur l'aspect de être prêt d'abord pour que les opportunités puissent vous rencontrer là où vous êtes, mais aussi vous exposer, vous mettre dans des positions où les personnes qui peuvent vous aider vous aident. Et à ça, il faut ajouter la persévérance aussi. Parce que si j'avais dit, bon, j'ai fait 50 applications, mais à la 25e, je me dis, bon, peut-être je suis pas très bon pour ça, je ne serais même pas là où je suis. Et pour des jeunes de Goma, moi, je suis sûr qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Je les ai vus. J'ai organisé une compétition Jenga Congo il y a quelques semaines ici. On a eu bien d'entrepreneurs que j'ai vus et ils ont tout le potentiel pour se retrouver dans des environnements comme la Silicon Valley ou bien même chez Microsoft. Et les mythes, moi, je pense, c'est des pensées. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas amis du Congo ou de la jeunesse congolaise qui veulent que la jeunesse congolaise puisse internaliser ça. Moi, je pense que les mythes, c'est de penser que c'est la magie d'être dans la Silicon Valley ou c'est la magie de travailler pour des entreprises comme Microsoft. Ce que je viens de partager, c'est ça. Il y a vraiment les bases qui ont permis à ce que Microsoft devienne Microsoft. Ils auront 50 ans d'anniversaire cette année d'ailleurs. Et c'est 50 ans de labeur où on met une pierre au-dessus de l'autre pour avoir un édifice un peu impressionnant comme Microsoft. Mais à ses débuts, c'était comme des startups qu'on a ici, même à Goma. Je crois que s'il faut parler, c'est pas de la magie pour être chez Microsoft ou travailler avec Slack. On connaît que ce sont de boîtes qui gèrent ou qui ont des subventions extraordinaires. Voilà. Et puis après, il faut voir les rythmes de travail. Ouais. C'est juste intense. Ouais. Quand vous passez par Kinshasa, oui. Vous arrivez à Goma et d'autres pays d'Afrique. Qu'est-ce qui fait à ce que nos startups, par exemple ici à Goma, tardent à lever des milliards? Oui. Ou des millions? Oui. Ou quelques mille? Oui. Qu'est-ce qui tarde? C'est une très bonne question. Je pense qu'à la base, il faut, et je crois que vous venez de juste le dire, l'éthique de travail doit changer. On doit changer notre mentalité par rapport au travail. Et il faut, d'abord, il faut se dire que, bon, quand je rentre au bureau à 7 heures ou à 8 heures, chaque minute doit compter. Je reviens chez nous ici et curieusement, tu peux aller juste passer pour dire bonjour à quelqu'un au bureau et il se relève et part avec toi.
Il t'accompagne. Il t'accompagne, il dit, c'est pas grave, allons en ville, on va prendre quelque chose à boire. Et du coup, ça fait 3 heures que vous êtes ensemble. Et moi, je me pose la question, j'ai dit, mais moi, je pensais que il y a un boulot j'ai vraiment pas beaucoup de problèmes par rapport à notre aspect communautaire où on aime interagir et ça, c'est très bien. Oui. Mais il faut aussi garder un peu de vigilance par rapport à la discipline autour du travail. Oui. C'est vrai, il y aura toujours du travail à faire, mais il faut se dire, il faut se fixer une vision. Et par rapport à la question que vous venez de poser, quelque chose qui est très importante, c'est au début de Microsoft, par exemple, Bill Gates avait une vision et il se disait, et ça c'est en 1975, il se disait que moi je veux que je puisse mettre un ordinateur à chaque table au monde entier. Mais à ce moment-là, il n'avait pas des millions. Peut-être il n'avait même pas des milliers. Mais il faut avoir cette vision-là. Oui. Et puis, quand vous avez la vision, vous devez avoir aussi les atouts nécessaires pour faire un schéma sur base. Donc, il faut retracer de votre vision jusqu'à aujourd'hui. S'il faut que je puisse mettre un ordinateur sur chaque table dans les 20 ans qui viennent, qu'est-ce qu'il faut que je sois en train de faire aujourd'hui? Et sur base de ça, vous aurez ces sens-là d'urgence par rapport à mes heures de journée aujourd'hui. Vous allez comprendre que il y a pas, dans les couloirs, quand je suis à Microsoft, beaucoup de personnes disent que 24 heures, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ouais, donc parce qu'ils ont vu déjà, ils se disent, en octobre de l'année prochaine, on veut lancer ces produits. Et pour que ces produits soient lancés, il faut que chacun travaille 25 heures sur 24. Et vous voyez, et ça nous permet d'établir un rythme et un schéma de travail qui nous force à être excellents. Alors moi, les challenges pour nos amis qui sont ici à Goma, qui sont entrepreneurs, c'est de se dire, c'est quoi ton équivalent de cet ordinateur-là sur chaque table, comme Bill Gates l'a fait avant. Et pour juste fermer l'histoire par rapport à Bill Gates aujourd'hui, il n'a pas réalisé, il n'a pas non seulement réalisé son objectif de mettre l'ordinateur sur chaque table, il en a mis plus de 2 ou 3. Et il a même inspiré les autres à en ajouter. Donc ici dans cette salle, nous avons chacun peut-être 2 ou 3 ordinateurs sur lui-même, si on considère les tablettes et les téléphones. Vous voyez. Et voilà, donc moi je challenge nos entrepreneurs d'ici de se fixer cette vision-là. Et de bien rêver aussi. Il ne faut pas fixer une vision qu'on peut accomplir dans 6 mois. De vraiment bien rêver. Et de se mettre vraiment de challenge et de dates limites par rapport à cette vision-là. Qui soit réaliste pour le court terme, mais qui soit aussi inspirant pour le long terme, pour nous permettre de nous dépasser de nous-mêmes. Moi, je pense que parfois, on ne sait pas de quoi on est capable jusqu'à ce qu'on se met vraiment au travail pour dénicher ça. Oui. En tout cas, ce que je peux comprendre par rapport à ta réponse, c'est que on a toujours un jargon ici en Swahili qui dit franga ipende fuyo. Voilà. Franga ipende fuyo. À un moment donné, on est trop dans le bavardage, dans les fêtes, des ambiances, que être à un moment donné silencieux et travailler. Oui. Parce que ce que je dis aussi aux amis, c'est que le succès a beaucoup de responsabilités. Oui. Et quand quelqu'un te confie une somme importante d'argent, c'est une très grande responsabilité. Voilà. Parce que lui, il a travaillé pour avoir ça. Et quand il met ça sur sa table, il attend que le retour soit à la hauteur de cet argent. Voilà. Et quand tu ne te prépares pas pour recevoir cette somme, parce qu'on pense que voilà, travailler, c'est pour gagner beaucoup plus, tu ne peux pas gagner autant que tu ne peux donner. Exactement. Donc, il faut être suffisamment concentré et avoir un bon outcome ou un bon rendu pour se rassurer que bon, voilà, tu attires plus vers toi. Oui. Mais comme tu l'as dit, l'éthique du travail n'est juste pas bonne ici. Voilà. Je voulais juste évoquer un point essentiel que j'ai observé, c'est aussi l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat pour ses succès. Et moi, je pense que c'est une erreur. Beaucoup de gens se disent, je veux devenir entrepreneur pour me faire de l'argent. Bon, en tout cas, si c'est la priorité
la première priorité, il y a beaucoup de risques là-bas parce que la tendance sera celle de prendre des raccourcis. De courir vers l'argent. De courir vers l'argent. Et tout ce qui se présente comme support, vous avez demandé des milliers, des millions et tout ça, tout argent n'est pas sain, n'est pas bon à prendre. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut être prêt à se dire, je ne veux pas de cet argent-là. Même si c'est $1 million, même si c'est $10 millions. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne ce courage-là? Qu'est-ce qui vous donne cette capacité de dire non? C'est parce que vous avez, en fait, une autre vision en tête et vous voulez garder un degré de fidélité par rapport à cette vision-là. Par exemple, si Bill Gates avait reçu quelqu'un qui allait lui donner $10 millions pour prendre 90% de ton entreprise, mais cette personne-là ne partage pas la vision de mettre un ordinateur sur chaque table, il dirait non. Et je crois qu'il a dit d'ailleurs beaucoup de non par rapport à ça. Mais chez nous ici, si la première motivation c'est l'argent, ça veut dire que tu vas prendre l'argent de la première personne qui se bute. Tu vas adapter ta vision là où se trouve l'argent. Là où se trouve l'argent. Et moi, je pense aussi que des bons investisseurs, ils savent dénicher des entrepreneurs qui sont après l'argent. Et qui n'ont pas une vision qui peut... Parce que si vous êtes après l'argent aussi, ça va dans les deux sens. Quand il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez. Et donc, si moi, j'ai mes $10 000 que je veux investir et je réalise que vous êtes après l'argent, je vais avoir des doutes par rapport au fait que si vous avez 6 mois très difficiles où vous avez du mal à payer les loyers et tout ça, est-ce que vous allez abandonner ma vision? Et qu'est-ce qui va se passer de mes $10 000 aussi? Et donc, moi, je pense que c'est un aspect important à soulever par rapport à notre mentalité aussi, en termes de lancement dans l'entrepreneuriat. Chacun veut se dire entrepreneur parce que c'est un mot qui essaie de donner, ça vient avec un aspect de il travaille beaucoup, il essaie de se chercher et tout ça, mais l'entrepreneuriat vient avec beaucoup de discipline, beaucoup de travail et beaucoup de persévérance. Surtout ça, beaucoup de persévérance parce que jusqu'à arriver à comprendre qu'est-ce qui marche, voilà, c'est très compliqué. Alors essayez de nous parler un peu de ce que vous faites dans la communauté. À chaque fois que vous revenez à Goma, qu'est-ce que vous essayez de faire pour donner, faire ces retours à la communauté et pourquoi c'est très important pour vous? À la base, quand je viens apprendre, je viens vraiment me ressourcer. Donc, ma première préoccupation, ce n'est pas ce que je veux faire, c'est qu'est-ce que je viens tirer de ma propre communauté. Et peut-être il y a maintenant des opportunités où on s'est dit, bon, il y a des vides que je peux essayer de combler et j'essaie d'être attentif à ça aussi. J'essaie d'éviter cette mentalité selon laquelle, parce que j'ai quitté le pays et j'évolue dans un autre monde, soudain je connais mieux que des personnes qui sont là. Et je crois qu'on doit arrêter avec cette attitude un peu impérialiste. Je pense que les personnes qui vivent à Goma connaissent mieux Goma que moi, mais connaissent les problèmes auxquels nous butons ici. Et c'est à eux de nous dire, quand on revient, voici la manière dont nous pensons que tu peux contribuer à être utile. Alors, j'essaie d'être attentif par rapport à ça. J'essaie de me ressourcer auprès des amis. Vous avez mentionné Michael, il y a bien d'autres, Manik et tout ça, qui essaient de faire quelque chose dans la ville et poser vraiment beaucoup de questions. Et puis après, il y a maintenant un aspect de frustration que j'ai aussi par rapport à là où j'évolue, parce qu'il y a une image que notre pays a, que notre ville Goma a, quand je me représente là-bas. Donc, quand je reviens ici, j'essaie de faire un retour par rapport à... Je veux vous montrer aussi c'est qu'est Goma, c'est qu'est mon pays, de mon point de vue ou du point de vue de mes frères et sœurs que je rencontre à Goma. C'est de cette façon-là que j'ai créé, il y a plus de 5 ans, l'entreprise Kwafrica Travel, qui est une entreprise de tourisme que j'ai co-créée avec des amis, pour essayer de aussi montrer une image que beaucoup de personnes n'essaient pas de montrer. Je suis très content d'ailleurs des plateformes comme Nyiragongo Goma Production parce que nous avons besoin de plateformes où on a notre propre narrative. On sait raconter nos histoires de notre propre manière. Donc l'entreprise de tourisme, c'était vraiment un enchaînement naturel par rapport à l'idée de se dire
je viens chez nous et je reviens avec une partie de chez nous pour ailleurs aussi. Il y a un autre aspect très important aussi de se dire, bon, quand je discute avec les amis ici, quels sont les challenges auxquels nous butons chez nous aussi. Et à l'intersection de tout, moi, je trouve l'éducation. Je suis vraiment passionné de l'éducation, malgré que je sois dans les numériques aussi. Et c'est alors que je suis impliqué dans des initiatives comme Malaika, qui est une école près de Lubumbashi, dans un village de Kalebuka, où j'enseigne le coding aux filles. C'est une école des filles qui a près de 400 filles. Et je suis aussi dans le board pour essayer de guider et donner des orientations par rapport à leur programme des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et aussi, vu le contexte dans lequel Goma se trouve, le contexte environnemental ou géographique, dans la Rift Valley de l'Afrique, c'était aussi naturel de m'impliquer dans le domaine de la protection de l'environnement. Donc, j'ai une entreprise à Asbel appelée Groupe Utali Kwetu, qui se charge de gérer tout ce qui est à l'intersection de l'éducation et la protection de l'environnement. Pendant la pandémie, d'ailleurs, certains de nos employés, de nos agents de Coafrica, se sont mis ensemble avec d'autres organisations pour se dire qu'est-ce qu'on fait comme notre plan de projet social comment on dit, corporate social responsibility, la responsabilité sociale, notre projet de responsabilité sociale. Et on s'est dit, c'est alors qu'on a créé d'ailleurs le groupe Utali Kwetu, mais avec le groupe Utali Kwetu, on a conçu 6 livres. 6 livres à l'intention des jeunes de l'école primaire, de la première année primaire jusqu'en 6e primaire. Et 3 manuels pour les étudiants, tout pour les élèves, et 3 manuels pour les enseignants. Et l'idée de créer ces livres-là, d'abord, c'est beaucoup de nos livres, je sais pas par rapport à toi, Ali, mais moi, des livres que j'ai eu à utiliser en étudiant, c'était écrit en Belgique ou c'était écrit en France. Et beaucoup de ces concepts-là sont un peu détachés de la réalité de l'élève congolais. Voilà. Alors, des illustrations, par exemple, de nos livres avec Groupe Utali Kwetu, ce sont des illustrations. Quand on parle du rond-point, il y a une photo ou un dessin du rond-point BDGL ou du rond-point Signières. Quand on parle des toilettes, on parle des toilettes qui sont adaptées au contexte africain aussi. Quand on parle des moyens de transport, on va pas parler beaucoup de TGV, des trains à grande vitesse, quand il y en a pas ici chez nous aussi. Et je pense que l'optique que nous utilisons pour essayer de concevoir ces livres et ces manuels qui aident dans les domaines de l'éducation, c'est d'essayer de mettre l'expérience de l'élève au centre et challenger l'élève de se dire lui-même, elle-même, que où sont les vides, et essayer de combler ça, pas par influence de l'Occident, pas par influence de ce qu'un élève de la France ou un élève des États-Unis pense serait utile pour toi en termes de l'environnement, de la protection. Et alors, je vais généraliser ce point-là en se disant que quand je reviens au Congo, c'est dans cette même optique-là. J'essaie de penser à des projets qui peuvent mettre nos jeunes ou nos populations au centre de leur même, donc au centre de leur même destinée, de se dire, OK, moi, je vais juste aider, je vais juste donner peut-être une ressource, mais cette ressource-là pourrait t'aider à guider ou à choisir ton cap. Et pour chuter, je vais finir par Jenga Congo, qui est une opportunité, qui est une compétition qu'on venait d'organiser. C'est un hackathon, comme je l'ai dit avant. On s'est dit l'intelligence artificielle, qui est un buzzword, donc tout le monde en parle récemment. C'est un outil très puissant, moi, je pense. Mais c'est un outil qui est développé à 10 000 km de Goma et du Congo. Et moi, je suis fatigué particulièrement avec l'idée de chaque fois revenir et jeter des applications sur nos populations pour qu'ils puissent consommer et enrichir d'autres personnes qui sont à 10 000 kilomètres. Et même nos ressources, par exemple, les ressources sont puisées naturellement. Et ça aide à exploiter et développer des technologies à 10 000 km pour revenir les revendre chez nous, sans qu'on puisse avoir, au fait, un peu d'ajout sur comment pourrions-nous développer ces systèmes-là pour que ça puisse vraiment nous aider dans notre contexte ici. Alors, Jenga Congo s'est revenu dans le sens de remettre les outils entre les mains de nos entrepreneurs. Donc, c'était une compétition qui a duré plus de 3 mois. On a fait une lancée en ligne et il y a eu près de 200 personnes qui ont postulé. Les 200 personnes ont été présélectionnées jusqu'à 50
Ces 50 ont été établis dans 17 équipes finalistes qui ont passé 4 jours à Go Innovation en essayant de peaufiner leur projet. Donc chacun soumettait un projet qui était au stade des prototypes ou ailleurs. Et ils ont soumis leur projet avec l'idée de voir comment eux-mêmes, à leur niveau, peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur projet qui change la donne, qui change la situation autour d'eux. Et on a eu une grande finale avec 3 finalistes, avec des projets gagnants qui ont des impacts considérables dans les domaines de santé. Les premiers projets qui s'appelaient Docteur Solution, qui essaient de ramener vraiment le docteur auprès du patient, auprès du malade, de par l'application où la personne peut utiliser l'intelligence artificielle pour mettre des symptômes et l'application va utiliser la géolocalisation et trouver des docteurs qui sont les plus proches ou bien les docteurs qui sont les plus spécialisés pour bien prendre soin de cette personne-là. C'est une solution qui a été conçue à Goma par des entrepreneurs de Goma. La deuxième solution qui a gagné, c'est une solution appelée Uza Nyumbani qui essaie d'introduire le concept de e-commerce, de vente de produits ici chez nous, mais avec un accent sur nos entrepreneurs ou nos entrepreneuses, nos entrepreneurs qui sont ici localement. Des mamans qui... Uza Nyumbani se base sur l'aspect selon lequel il y a nos mamans qui font des tomates juste peut-être à 10 minutes de Goma, mais elles n'ont pas un écosystème où acheminer ces tomates-là, peut-être dans un marché où les personnes de Goma peuvent consommer. Alors, ce concept-là a mis une plateforme en place pour mettre en contact les acheteurs et les vendeurs d'une manière appropriée à notre contexte ici. Troisième gagnant, nous avons eu des jeunes qui ont fabriqué un gilet qui utilise l'intelligence artificielle pour la sauvegarde de nos langues locales ici. Ah bon? Un gilet, voilà, qu'on peut utiliser. Tu peux dire quelque chose dans une langue, en Kirega ou en Machi, et si la personne, si l'audience parle Kinande par exemple, le gilet va utiliser des micros de baffles et traduire directement dans la langue locale. L'idée, c'est d'essayer de préserver des langues dans un contexte où nous utilisons plus nos langues nationales et le français que nos langues ethniques ou locales. Et il y a un projet, le choix du peuple, qui a été porté sur des jeunes qui sont venus d'ailleurs des Lukanga, de Lubero, ils ont traversé les M23 pour venir, et ce sont des choses qui m'inspirent vraiment. Et ils ont fait une application Campus Face qui essaie d'aider tous les étudiants de la République démocratique du Congo de se connecter sur une plateforme qui aide à partager leur expérience, mais aussi à partager des ressources. Une plateforme où les cours peuvent se faire en ligne. Et donc, vous pouvez avoir... Et leur challenge, c'était, ils sont à Lukanga, mais ils veulent avoir des cours, par exemple, par des professeurs qui sont à l'Unikin, ou à Unilu, ou à ULPG, ou à Unigom. Et ils ont fait une plateforme, et ils ont même démontré qu'il y a des capacités de vidéos, des capacités des bibliothèques, des capacités d'échange entre étudiants, et des forums vraiment qui remettent à l'université ces centres-là d'apprentissage au centre du développement de la RDC, surtout du point de vue d'études supérieures. Donc, il y a eu bien d'autres projets. On a eu vraiment près de 200 projets qui ont été soumis. Et moi, j'ai été très surpris, pour être très honnête, de revenir ici, une place où des gens pensent que, bon, les jeunes ne sont bons qu'à pour des délinquances ou peut-être à aller dans des groupes armés et ainsi de suite. Et voilà, on a eu près des 200 jeunes et plus d'ailleurs. Certains sont revenus après et dire est-ce qu'on peut continuer toujours à postuler et tout ça, et c'était déjà un peu trop tard. Et on a près des 200 jeunes qui étaient prêts et qui sont prêts et qui, pour certains, pour 4 ans ou 5 ans, travailler sur une solution qui veut juste une certaine visibilité ou un certain support. Et alors, en revenant à Goma, je suis venu avec des amis d'ailleurs qui sont certains de Goma, certains de Kinshasa ou d'ailleurs, pour se dire, est-ce que s'il y a un moyen d'utiliser la visibilité qu'on a, d'utiliser les moyens qu'on a pour essayer de booster même une entreprise, pour qu'elle devienne une entreprise comme Microsoft par exemple, qui est évaluée à près de 3 000 milliards de dollars par exemple. Ça pourrait changer la donne de tout un pays. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui me motive. Ce qui me motive, ce n'est vraiment pas de venir pour donner des choses, mais c'est de venir apprendre. Mais en apprenant aussi, essayer d'être très attentif aux petits aspects où nous pouvons venir ensemble pour créer un pont. C'est qu'on apprend de l'autre côté. Et c'est que nos jeunes continuent à faire chaque jour ici aussi sur Terre.
pour évoluer, Josuel, Oui. vous avez plusieurs initiatives. Oui. Pas seulement à Goma, mais en Afrique. Oui. C'est quoi les challenges que vous avez eu à faire face en mettant en place ces initiatives-là? Oui. Les challenges pour mettre en place ces initiatives-là, c'est d'abord et je ne savais pas ça avant, mais j'ai appris ça avec le temps, c'est d'avoir des personnes qui peuvent porter votre vision avec vous. J'avais eu la chance de parler à Jack Dorsey, qui est actuellement PDG de Square, qui est une entreprise financière. Et à l'époque, il était encore PDG de Twitter aussi, qui est actuellement X. Et il manageait 2 entreprises. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais comment se fait-il que vous êtes PDG de 2 grandes entreprises qui sont évaluées à des milliards de dollars? Et il m'a dit, je passe plus de 60% de mon temps à recruter. Et mais j'ai dit, mais vous blaguez, recruter, c'est... Moi, à l'époque, je pensais que recruter, c'est juste venir, tu poses des questions intéressantes et tu te dis, bon. Mais, et lui, il a fini par me faire comprendre, en fait, que lui, son objectif chaque jour quand il se réveille, c'est d'essayer de prendre une seule bonne décision. Une seule bonne décision. Donc, un oui qui va vraiment changer le cours de peut-être toutes ces entreprises-là. Et donc, pour revenir à la question, moi, je pense que le plus grand challenge, c'est d'avoir des gens qui ont tous les atouts nécessaires pour essayer de porter votre idée avec vous. Et commencer une entreprise, on aime vraiment commencer des choses. Et moi, je pense que c'est une chose que j'ai observée, surtout ici chez nous. On aime dire que j'ai un projet, je viens de commencer. Mais chez nous, on a rarement des exemples des organisations qui sont restées pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et moi, je pense qu'à la base, c'est ça. C'est qu'on aime commencer trop vite et on s'associe aussi très vite avec des gens parce que on ne sait pas distinguer qui, parmi les personnes qui vous entendaient parler de vos projets, était là juste pour dire que, Siko pays, donc il y a une opportunité de se faire de l'argent ici, et qui, d'entre ces personnes-là, était vraiment marié à votre vision. Et moi, je pense que si je dois choisir une seule perspective par rapport à la question, c'est celle-là. Donc, vraiment trouver des personnes qui peuvent vous aider à porter votre vision. Et quand vous trouvez ces personnes-là, et vous pouvez résoudre n'importe quoi. Donc, les problèmes de loyer, les problèmes de logistique, les problèmes d'infrastructure, pour être vrai, ce sont des problèmes auxquels nous butons surtout dans notre contexte ici, parce qu'on revient, par exemple, des États-Unis où on ne sait pas penser aux problèmes d'infrastructure routière ou un problème d'infrastructure en termes d'électricité, par exemple, ou d'Internet, ainsi de suite. Et du coup, on arrive ici où ces problèmes-là continuent à l'être. Pas en tout cas à Goma. Je dis vraiment, j'aime des progrès que je vois à Goma. Ça fait 10 ans que je viens et chaque année, on voit des projets. Mais dans d'autres villes, quand je suis à Lubumbashi, quand je suis à Kinshasa, il y a vraiment quelques soucis qu'il faut qu'on puisse relever. Mais tous ces soucis-là, moi, je pense qu'on peut chercher à travailler autour de ça. Les États-Unis, ils n'avaient pas l'infrastructure routière qu'ils avaient il y a 100 ans. Et même à la base, ce n'était pas le gouvernement qui avait commencé à mettre les premiers schémas. Il y a des personnes des renommées maintenant, comme Vanderbilt, comme Rockefeller, qui sont des familles qui ont essayé, qui ont osé de faire. C'est que autrefois les gens pensaient que c'était le gouvernement qui allait le faire. Vanderbilt, je crois, si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont fait les premiers schémas de chemin ferroviaire aux États-Unis. Alors, moi, je pense que des challenges liés aux infrastructures, oui, c'est bon, mais des personnes, si vous trouvez des bonnes personnes, ils peuvent même s'en passer et résoudre ça. Des problèmes liés à la sécurité, on peut aussi résoudre ça. Des problèmes liés à la protection de nos frontières, on peut aussi résoudre ça, je le crois. Mais à la base, ce sont des bonnes personnes. Il faut trouver des Vanderbilt, il faut trouver des Rockefeller, il faut trouver des Tom Ford, de notre génération et pour notre pays. Et si on les trouve, et ils s'associent bien avec des bonnes équipes aussi, dans les 50 ans qui viennent, on parlera de la RDC sous d'autres qualificatifs, je pense. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est exactement... J'ai toujours pensé que c'est
pas le secteur public, c'est pas le gouvernement qui change les choses dans un pays. Oui. Si on a un secteur privé tellement fort, je crois que beaucoup de choses peuvent changer dans les pays. Je suis très d'accord. Mais malheureusement, c'est que les gens attendent tout de l'État et rien de eux-mêmes. Voilà. Parce qu'après, de toutes les façons, s'il faut donner du travail, je me dis que l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. À tout le monde, voilà. Donc il faut qu'il y ait des gens, des secteurs privés qui sont tellement compétitifs, proposer des solutions et voilà. Et c'est là qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes, même au niveau du leadership. Oui. Parce que si on a des institutions qui sont des institutions privées qui sont fortes, ils peuvent aussi dicter la manière dont l'État conduit les choses. C'est ça. Ils peuvent dire non, on peut faire ça au lieu de ça. Oui. Si vous faites ça, nous, on n'est pas avec vous. Donc, on ne donne pas aussi des subventions. Oui. Mais j'ai comme l'impression qu'on est intentionnel. Bon, le fait de ne pas croire que nous avons le pouvoir nous maintient dans une situation où on n'a même pas de décision à imposer à l'État. Oui. Parce qu'on est pauvre et on attend tout de l'État. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour donner peut-être un exemple, si on est ministre du commerce extérieur du Congo, par exemple, ce n'est pas le ministre qui va faire le commerce. Tu vois, donc lui, il doit venir pour chapeauter déjà ce que nous, on a. Et pour donner une statistique qui va nous aider peut-être à vraiment marier le point que tu venais d'évoquer, c'est les 85% du budget des États-Unis est supporté par des petites et moyennes entreprises. Pas même Microsoft. Les grand cap, comme on les appelle, donc des grandes entreprises, ils contribuent seulement à 15% ou moins de l'écosystème d'emploi des personnes aux États-Unis. Les 85, c'est fait par, je crois, si je ne me trompe pas, c'est fait par des petites et moyennes entreprises. Et le gouvernement, je crois, l'État américain n'engage que peut-être moins de 5% en termes d'emploi. Mais nous, on veut que le gouvernement vienne et qu'il crée lui-même les entreprises et puis employer les 100% des personnes. Emploie les 100% des personnes au Congo. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit réaliste. Il y a une responsabilité du gouvernement, bien sûr, en termes d'infrastructure, en termes de protection des populations, en termes de paix, en termes de régulation et tout ça. Mais ça aussi, ça vient avec la synergie que le momentum de nos entrepreneurs ou de nos jeunes ou de nos populations fait sur terrain. Donc, quand on voit, par exemple, que, peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui utilisent beaucoup d'électricité à Goma, moi, j'aimerais qu'on puisse donner ça comme challenge à nos gouvernements, parce qu'on a donné beaucoup d'électricité. Les jeunes utilisent ça au point que c'est très chargé, que les gouvernements se disent, OK, on va réguler ça un peu. Parce que les jeunes ont exploité le maximum de ce qu'ils ont été offerts. Et il faut qu'on voit le Congo comme tel aussi. Tout ce qu'on a à quoi on a accès comme ressources, les terres, l'électricité, l'eau et tout ça. Est-ce qu'on est vraiment en train d'exploiter ça au maximum pour effectivement challenger les gouvernements à faire mieux? Mais on ne peut pas leur challenger quand on ne fait même pas aussi à quelque chose à notre niveau. Mais aussi, je vais aussi dire quelque chose par rapport à la collaboration secteur privé, secteur public. Moi, je pense que on doit être des proches collaborateurs du gouvernement, très très proches, parce que rien ne peut se faire si on pense qu'on va se mettre à un coin et on laisse le gouvernement à un autre coin et on ne fait que nous pointer des doigts. Moi, je pense qu'on a la capacité de aider aussi à orienter les gouvernements. Le gouvernement ne sait même pas parfois ce dont on a besoin. Et ils essaient à leur niveau d'essayer de penser, l'entrepreneur de Goma aurait besoin de ceci. Mais si nous-mêmes, à notre niveau, on travaille pour bien tracer ces schémas-là et de se dire, peut-être on n'a pas besoin de latrines comme entrepreneur, peut-être on a besoin que
de l'électricité qui soit permanente et le reste, on va le faire. Et moi, je pense que le secteur privé est très fort pour combler d'autres vides. Quand le gouvernement sait faire les bases, on peut revenir et ajouter les vides. Mais à la base, nous deux, on doit comprendre ça. On doit comprendre que on a un travail à faire et le gouvernement n'est pas cette instance mythique-là qu'il faut toujours critiquer. Il faut la critiquer, mais de manière constructive, je pense, pour venir et dire, viens, ajoute ça. Et ça se passe partout au monde. Ce n'est pas seulement unique au Congo, moi, je pense. Vous avez vu, aux États-Unis, il y a eu des élections récemment et il y avait des personnes qui, dans les secteurs privés, peut-être étaient d'obédience d'un côté ou d'un autre côté, mais quand un côté gagne, vous devez apprendre à se dire, OK, vous êtes maintenant président de la République, on va travailler avec vous pour essayer d'améliorer nos conditions. Peut-être on est en train d'aller vers la fin. Ouais. Sûrement, il y a énormément de choses à discuter avec vous, Josuel. Ouais. Et comment est-ce que votre parcours de la Silicon Valley a influencé votre façon de faire, de voir l'entrepreneuriat en Afrique, au Congo, d'une manière particulière? Mon parcours dans la Silicon Valley, d'abord, moi je pense que ça m'a forcé à voir c'est le prix à payer pour la réussite à un niveau. Je vais vous parler d'un concept qu'on appelle, que j'ai vu il y a près de 10 ans dans la Silicon Valley, ils appellent ça Hacker House. Donc c'est un concept de maison seulement, où il y a des jeunes qui ont voyagé de beaucoup de pays. J'avais vu des Colombiens, des Français, des Anglais et tout ça, ils viennent. Ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent en poche et leur idée, c'est de venir s'associer avec d'autres personnes et ils dormaient sur de bunk beds, de lits en étage et ils payaient, le minimum, pour San Francisco, le minimum, c'est de payer $1,500 le mois pour dormir avec 6 personnes dans une chambre. Wow. Avec bunk bed, vous voyez. Alors, ils payaient ça pour se réveiller le matin, rentrer au salon, il y a des tableaux où ils vont faire les brainstorming avec leurs ordinateurs pour essayer de construire une solution qui, un jour, ils ont l'espoir, deviendra un Facebook ou un X, Twitter ou un Microsoft. Mais la statistique la plus brutale par rapport à ces jeunes-là qui viennent passer du temps dans les hacker house, c'est que pour chaque entrepreneur qui finit par avoir une unicorn, comme on l'appelle, donc une entreprise qui pourrait avoir une valuation, donc un marché donc une valeur de $1 milliard, pour chaque jeune qui fait ça, il y a 1 million qui ont échoué dans la Silicon Valley, qui passent par là. 1 million de jeunes. Vous voyez. Et c'est un contexte vraiment brutal. Et ils travaillent des heures comme pas possible. Donc, nous, généralement, peut-être on travaille moins de 40 heures par semaine ici chez nous. Peut-être même pas. Ouais. Mais là-bas, ces gens-là qui sont en train de passer du temps dans les hacker house, ils travaillent facilement 75 heures, 80 heures par semaine. Pour faire 3 ou 4 ans là-bas et se dire, je vais prendre toutes mes affaires et rentrer en Colombie parce que ça n'a pas marché. Et peut-être je suis venu avec $100,000 pour essayer peut-être j'ai vendu des parcelles de la famille et tout, mais je reviens avec 0 et peut-être recommencer. Mais pour moi, c'était cet esprit-là, de se dire, je suis prêt à jeter ces $100,000 pour l'idée ou le potentiel de l'un des 1 million, le seul d'entre les 1 million qui peuvent changer la donne. Mais ça, c'est dans un contexte aussi saturé. Non. Donc, il y a beaucoup de solutions qui ont été apportées dans le contexte américain et de la Silicon Valley là-bas. Mais moi, je reviens maintenant chez nous. Je rebondis chez nous ici, où partout où tu regardes, ce sont des chantiers. Le problème. Il y a vraiment des problèmes à résoudre. Mais malheureusement, je ne vois pas une queue. Je ne vois pas des personnes qui sont vraiment en train de passer des nuits blanches. Des nuits blanches pour se dire, je vais vraiment résoudre ça. Voilà. Et malheureusement, parfois, je vois le contraire, où on utilise une échelle de médiocrité pour justifier le manque d'action dans un domaine ou dans un autre. On s'est dit, mais lui là, quand même, il fait juste ça. Donc, si je faisais juste un peu au-dessus de ça, donc lui, il a l'électricité juste pour 5 heures par jour. Donc, si moi, j'avais quelque chose qui me donnait l'électricité pour 6 heures, c'est bon.
Et moi, je pense qu'on a besoin de nous révolter pour certaines choses comme ça. On s'est dit, donc, la révolte ne doit pas être sur base de « Ah, je suis mieux que la personne médiocre à côté de moi ». Ça doit être sur base du fait que je vois un problème et le problème est encore là. Je suis arrivé à la maison, pourquoi les chauffe-eau ne marchent pas? Je suis arrivé à la Grande Barrière, pourquoi j'ai passé 1 heure pour rentrer dans mon pays? Par exemple, j'étais à Lubumbashi pour la graduation, pour l'école Malaika, parce qu'ils finissaient leur 2e promotion pour leur collation là-bas. Et j'étais censé arriver le jour d'avant, mais mon vol a été décalé, donc j'arrive le jour d'après, mais attends. La graduation devait commencer, je crois, à 10h, mais j'atterris à 8h. Et je me suis dit, bon, je vais passer. Et puis, le temps pour que je puisse conduire et aller à 30 minutes de Lubumbashi, je serais déjà là pour la graduation. Mais je suis arrivé à l'aéroport, à Lubumbashi, mais j'ai passé 3 heures pour juste franchir une distance de 10 mètres. Vous voyez, il y a beaucoup de tracasseries, ces gens viennent d'abord, vous voyez. Et moi, je pense qu'à la base, c'est mon ami Mani qui aime dire, il faut tomber amoureux des problèmes. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se faire réellement pour que je puisse passer 3 heures ici? Et bon, peut-être que ce n'est pas... Il faut bien choisir ses problèmes aussi, donc je ne vais pas venir et dire, du coup, je veux rentrer à Lubumbashi et essayer de résoudre le problème des lenteurs. Mais à la base, moi, je pense qu'on a beaucoup de problèmes qu'on peut utiliser, donc, dont on peut tomber amoureux, à mon avis. Et chacun peut prendre son problème et se dire, moi, c'est ma croix, je vais la porter. Et si chacun la portait de la même manière que les entrepreneurs de la Silicon Valley le font, ou de la même manière que même mes collègues de Microsoft le font, moi, je pense qu'on va vraiment transformer des choses ici. J'aime dire que la Silicon Valley, c'était la vallée de Silicon, comme le nom le dit, mais nous avons une autre vallée ici. C'est la Rift Valley d'Afrique. Et moi, je pense qu'on peut établir ces parallélismes-là, ou moi, j'aime appeler ça la Coltan Valley, parce que le coltan est peut-être au centre de la révolution verte actuellement. On peut, avec un peu de travail, avec un peu de persévérance, on peut vraiment transformer cette région en une région où des gens viendront ici, de la Colombie, de la France, des États-Unis ou d'ailleurs, pour se dire, je veux aussi venir payer $1,500 peut-être dans une salle pour essayer de faire partie de cet environnement-là d'innovation. Et ce qui est sûr, c'est que dans la Silicon Valley, tu as des gens qui te poussent parce que tu dors à côté de quelqu'un qui a fait peut-être des nuits blanches pour faire quelque chose et il y a peut-être des choses prometteuses qu'elle revient avec. Elle va aller voir des investisseurs et qui disent qu'on vient de mettre $1 million dans la boîte et ça te pousse aussi. Et aussi, un dernier mot que je vais ajouter par rapport à ça aussi, c'est que rentrant au même point que j'ai dit par rapport à la passion, à l'impact, à l'excellence et puis les tout multipliés par la visibilité, j'ai rencontré dans la Silicon Valley des personnes qui ont supporté, par exemple, Airbnb à ses débuts, ils ont supporté Uber à leur début, ils ont supporté Twitter à leur début, ces messieurs ici appelés Ben Horowitz, mais j'étais élève et je n'avais rien à présenter. Vous voyez? Et il a accepté de nous rencontrer avec d'autres jeunes sur un dîner là, informel avec sa femme. Et là, j'étais assis et ma tête tournait. J'ai dit, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je veux dire? Et je me suis promis, depuis ce jour-là, je ne me mettrai jamais devant quelqu'un qui peut me donner quelque chose, qui peut m'aider à faire quelque chose sans avoir quelque chose à lui présenter. Et ce n'est pas seulement quelque chose à lui présenter pour qu'il puisse me donner de l'argent, mais quelque chose à lui présenter aussi pour l'aider. Et je pense qu'on ne met pas un accent sur ça beaucoup ici chez nous aussi. C'est que dans la vie, il faut te dire, le networking, ce n'est pas seulement ce que tu viens retirer des autres, tu dois te dire qu'est-ce que j'apporte. Qu'est-ce que j'apporte, oui. Et quand vous apportez quelque chose à une autre personne, ça devient très facile d'ailleurs pour elle aussi de se dire, cette personne-là de se dire, ok, qu'est-ce que je peux aussi faire pour toi? Et moi, je n'avais aucun de ces deux-là. Je n'avais rien à apporter à Ben Horowitz et je n'avais rien à lui demander parce qu'effectivement, je n'étais qu'un stagiaire, mais je ne pensais pas au-delà de mon stage. Et si on voit très bien mon parcours, juste après cette réunion que j'ai eue, c'était, je crois, dans l'été de 2015,
beaucoup de ces entreprises ici de tourisme et tout ce que j'essaie de faire ont commencé à naître. Parce que je veux être en mesure de dire, je rencontre Ben Oro aussi, demain je vais le rencontrer, je vais lui parler de Jenga Congo. Il est investisseur. Je vais lui parler des 200 projets qu'on est en train de faire ici à Goma et bien d'autres. Il y a d'autres qui continuent d'ailleurs à me dire que on va vraiment postuler. En décembre, quand vous venez pour la 2e édition. Et moi, je le promets ici, bon, je ne vais pas être démagogue, mais je veux que Jenga Congo soit très grand. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a eu 3 projets gagnants, on a eu 200 personnes qui ont appliqué, mais on veut qu'on puisse avoir des milliers de personnes qui viennent à Jenga avec leurs projets. On veut que ça aille au-delà de Goma. Qu'on ait des personnes qui viennent de Lubumbashi, de Kinshasa et tout ça, et qui viennent en compétition pour avoir des projets gagnants. Et chaque année, qu'on puisse lancer des unicornes, qu'on puisse lancer des entreprises qui vont changer la vie des personnes. Microsoft, dans la ville de Redmond où on évolue, engage 70 000 personnes. Une seule entreprise. Au monde entier, elle engage 250 000 personnes. Et moi, je suis sûr que très bientôt, là, on aura un problème, les problèmes que j'aime avoir, c'est de dire que si on a une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises en technologie ici à Goma, et elles cherchent 10 000 personnes chacune, est-ce que vous pouvez me trouver 10 000 programmeurs à Goma, maintenant, si on leur demande? Et moi, je veux que des universités ici, LPG, l'Unigom, se disent, on est en retard. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des gens et il y a des gens qui commencent à venir du Cameroun et d'ailleurs parce qu'on ne sait pas produire à une vitesse de croisière des personnes qui doivent aller et ça, c'est pas faux. Hein. S'il faut voir, par exemple, les ONG que nous avons ici, parce que je crois que c'est les seules entreprises rentables, s'il faut dire, des entreprises qui engagent. Si tu vois des postes clés ou des postes où on a vraiment besoin d'un leader solide, beaucoup sont des expatriés. C'est ça. Et ça, c'est un problème. C'est ça. Vraiment, si tu es dans une ONG, tu dois avoir un chef qui n'est pas d'ici. Ouais. Il est soit sénégalais, soit peut-être des États-Unis ou de la France et tout ça. Mais rares sont ceux qui ont des postes stratégiques, mais qui sont d'ici. C'est compliqué et ça doit nous interpeller. Voilà. Alors, en parlant de cette question de leadership, Josuel, c'est quoi ces conseils que tu peux donner aux jeunes pour les aider à cultiver le leadership? Oui. Je vais donner juste un seul... Pour simplicité, parce que moi je pense que c'est facile de nous rappeler d'un seul conseil, il faut avoir une attitude, une mentalité d'apprentissage, de growth. Like à Microsoft, on a ce qu'on appelle growth mindset. Donc cette mentalité de vouloir toujours apprendre et vouloir toujours faire mieux et grandir. Moi je pense que les débuts de la chute vient du moment où vous pensez que vous connaissez quelque chose. Le savoir, à un moment donné, il y a 2 ans ou 3 ans, le savoir doublait chaque 24 mois. Mais je crois que la fois passée, quand j'ai vérifié, ça devenait un peu près de 12 mois maintenant. Et quand je parle du savoir, je parle du savoir du monde entier. Tout ce que moi et toi, nous connaissons aujourd'hui. Et tout le monde, les 8 milliards de personnes qui sont sur Terre, tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui, après 12 mois, ça sera le double de ce qu'on devrait connaître. Alors, une attitude selon laquelle, au moins, je connais déjà, ne va nous emmener nulle part. Et moi, je pense que ça, c'est un aspect très fondamental du leadership. Il y a des gens qui disent, je crois une personne qui l'a dit, je ne me rappelle pas exactement c'est qui, mais elle disait que si tu es dans une salle et tu réalises que tu es la personne la plus intelligente de la salle, donc tu es dans la mauvaise salle. Et moi, j'essaie d'internaliser ça, même dans mes aspects de leadership. Quand je suis dans le conseil d'administration et je suis, par exemple, coordonnateur ou président d'une entreprise, je dois me dire, est-ce que je me sens un peu challengé par les niveaux d'intelligence des personnes qui sont autour de moi. Si je ne suis pas challengé, si je suis la seule personne qui essaie il faut changer de salle, il faut changer de table. Et moi, je pense que c'est ça. On est très attelé à se dire, au leader, c'est la personne qui doit intimider et dire à tout le monde les choses. L'idée, tu vois. Ça, ces concepts-là, il faut qu'on mette ça à côté. Ouais. Moi, je pense que les leaders, c'est celui qui apprend.
Le leader aussi, c'est cette personne-là qui a de la compassion aussi, qui sait voir au-delà du matériel. Moi, j'aime dire aux gens, les choses qu'on fabrique vont être obsolètes bientôt. Et comme on venait de le dire, les savoirs doublent chaque fois. Donc, il y a des choses qu'on peut être en train de construire ici, des sites web, des entreprises et tout ça, mais ça va passer très bientôt. Donc, il y a des téléphones, vous vous rappelez des BlackBerry, oui, avec beaucoup de boutons là. Si on donnait ça à quelqu'un aujourd'hui, les gens vont s'en moquer. Ils disent, oui, mais toi, tu me prends pour qui? Mais à l'époque, quelqu'un qui avait les BlackBerry, tu vois, c'était la star de la ville. Ouais. Mais imagine si vous avez eu des conflits avec quelqu'un quand vous étiez, par exemple, collègue pendant la fabrication du BlackBerry. Et vous ne pouvez plus parler à cette personne-là. Mais cette personne-là est passée par devenir, par exemple, PDG de Apple, Tim Cook. Mais pour des problèmes interpersonnels, là, vous avez coupé votre relation. Et moi, je pense qu'il faut comprendre que le plus grand atout qu'on peut avoir, pour rebondir sur la question que j'avais par rapport au recrutement aussi, sont des personnes. Et un leader, c'est une personne qui sait investir dans des personnes, qui sait investir dans ses relations et qui sait aussi savoir maintenant aligner ces relations-là d'une manière à ce que ces visions soient concrétisées dans ce sens-là. Et bien, alors, il y a d'autres aspects de leadership qui peuvent venir par rapport à la discipline. Je ne voulais pas aller là-bas parce que je pense que beaucoup de personnes auront ça en allant chercher sur Google, sur ChatGPT. Oui. Moi, j'ai pensé seulement me focaliser vraiment sur des points que beaucoup de personnes essaient d'ignorer quand on parle du leadership. Moi, des très bons leaders que j'ai su rencontrer sont des leaders qui parlent peu d'ailleurs, mais quand ils parlent des choses qui sont vraiment qui impactent. Ils écoutent beaucoup. Et en plus de cela, parce qu'ils veulent apprendre, ils savent changer leurs idées. Donc, ne sois pas vraiment attelé à ton idée. Ne te marie pas à ton idée. Il faut te marier à la résolution d'un problème, à mon avis. Donc, si le problème, c'est résoudre les problèmes de sécurité au Congo, il faut, à un moment donné, je peux me dire, j'avais tort. Moi, je pensais que mettre des capteurs IoT, Internet objet, tout au long de la barrière était la meilleure solution. Peut-être une autre personne va venir et dire que bon, non, ça prend beaucoup d'argent. En plus, il y a les intempéries. Après 15 ans, la solution, il faut la renouveler. Donc, il faut vraiment être prêt à changer vos idées. Et cet ego-là, quand vous l'avez, ça va brûler tout sur votre chemin si vous ne voulez pas changer. Et donc, moi, je pense que le leadership, c'est la personne qui paraît la plus... qui ne parle pas beaucoup, qui essaie d'apprendre beaucoup aussi, et qui n'essaie pas de s'établir comme, bon, parce que je suis leader, je dois dire les derniers mots, parce que je suis leader, je dois être la personne la plus vocale dans la salle, parce que je suis leader, je dois être la personne la plus glamoureuse, donc je dois apparaître et tout ça. Il faut qu'on arrête tout ça. Moi, les leaders que j'ai rencontrés, ils travaillent plus d'ailleurs que leur subalterne. Donc, il y a au centre du leadership, c'est les services. Et moi, je veux qu'on puisse avoir beaucoup de servants leaders, comme on les appelle, des servants leaders dans notre pays. Si on en a, beaucoup de choses vont changer. Moi, je t'assure. Peut-être, vraiment, il y a beaucoup de choses à parler avec toi. Parce que vous avez glissé un truc là, et c'était une question que j'avais prévu de poser. Oui. Sur le IoT. Oui. Comment le IoT peut aider à améliorer certaines choses, à transformer certains secteurs ici au Congo, par exemple l'éducation, les transports, l'agriculture et tout ça. Oui. Et c'est un projet sur lequel vous travaillez. Oui. Peut-être commencer par nous dire c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup de concepts qui nous passent vraiment au-dessus de la tête. Il y a l'intelligence artificielle, il y a le IoT qui est aussi là. Oui. Mais que personne peut-être ne sait pas que c'est quelque chose qui peut aider. Oui. Nous, dans les couloirs, on appelle ça les buzzwords. Donc, tous ces buzz. Donc, tout le monde en parle, mais peu de personnes peuvent te dire exactement c'est quoi. Et il y a, comme tu viens de le dire, il y a l'intelligence artificielle, il y a la blockchain, il y a l'IoT et bien d'autres. Mais en termes simples, l'IoT, c'est Internet of Things, l'Internet des objets.
Et il faut juste penser à ça comme tout objet qui peut être connecté à l'Internet, comment on peut la connecter. Traditionnellement, on sait que les ordinateurs sont connectés à l'Internet, mais avec l'évolution, on veut que des objets autour de nous fassent partie de notre écosystème. Et l'écosystème, pour être honnête, beaucoup d'entre nous vivons maintenant sur Internet. Nous communiquons avec nos proches sur Internet, nous suivons une télévision, donc nous divertissons sur Internet. Certaines personnes vont à l'église même sur Internet. Oui. Et donc, on ne peut pas aller là-bas, évoluer là-bas sans apporter tout ce qui est autour de nous aussi, avec nous. Et de là vient des choses comme nos frigos, nos portes, nos maisons. Il y a des maisons intelligentes. Même nos travaux aussi. Donc, vous avez parlé de l'agriculture maintenant. Actuellement, une application de l'Internet objet, par exemple, qui parle de l'agriculture, c'est... Et bon, juste pour rebondir un peu, il y a tous les objets qui peuvent être connectés par Internet, il y a un appareil à l'intérieur qu'on met, nous, on appelle ça des capteurs. Mais pensez à ça comme un appareil trop petit qui a un petit cerveau qui a la capacité de faire ce que l'ordinateur peut faire quand il communique avec l'Internet, ou ce que le téléphone peut faire quand il communique avec l'Internet. Mais je martèle sur petit. Ce petit, ça peut être mis dans tout. Et ce sont ces capteurs-là qu'on déploie partout. Je vais mettre les capteurs-là dans un frigo, je vais mettre les capteurs-là sous le sol, je vais mettre les capteurs-là dans un thermomètre, je vais mettre ça dans des lunettes à réalité virtuelle, je vais mettre ça dans un tableau à l'école. Alors, je vais revenir, en parlant de tout ce que je vais dire, je vais revenir maintenant dans comment est-ce que mettre ça dans ces domaines-là peut aider. Dans l'agriculture, par exemple, des capteurs sous le sol peuvent nous aider à prélever la température du sol. Et prélever la température du sol pour des agriculteurs peut aider à savoir quand faut-il cultiver, quand faut-il faire la récolte, par exemple, ou quoi cultiver d'ailleurs. Et ça aide à optimiser, par exemple. Il y a beaucoup de nos agriculteurs ici qui mettent de mauvaises choses au mauvais temps et puis ils perdent tout. Oui. Pour entrer dans le domaine de santé, par exemple, il y a des capteurs pour aider à savoir, par exemple, si il y a dans le service des vieillards, par exemple, si la personne est tombée. Donc, vous pouvez mettre des capteurs sur le mur ou sur le sol pour détecter un mouvement de chute. Et quand quelqu'un tombe, parce que les capteurs est connecté à l'Internet, ça peut alerter, par exemple, une infirmière qui est endormie. Parce que l'infirmière ne peut pas rester à côté des personnes 24 heures sur 24. Mais elle peut toutefois dormir avec peut-être un bracelet qui peut vibrer chaque fois qu'il y a un danger dans le domaine de santé. Il y a dans le domaine courant, là, pour nous autres à la maison, il y a des... Et d'ailleurs, nous travaillons sur ça. L'un de nos clients, ce sont des fabricateurs de frigos et de machines à café intelligentes. Qui peut, et ça, c'est intentionné, c'est à l'intention de fabricateurs de ces frigos-là, qui veulent savoir, avant que la machine ne tombe en panne, si elle veut tomber en panne. Et donc, les capteurs sont là pour voir la performance de la machine et envoyer des données aux fabricateurs. Et puis, à un moment donné, vous allez avoir quelqu'un qui va débarquer chez vous, peut-être 1 ou 2 jours avant que la machine ne soit en panne, et dire, OK, il y a quelque chose que je veux fixer sur votre machine. Donnez-moi juste 5 minutes et la personne fixe. Et les résultats finaux, c'est que vous n'aurez pas de nourriture pourrie parce que votre frigo n'a pas fonctionné pendant une semaine. Et vous n'aurez même pas appelé la personne pour venir vous aider. Et un autre aspect parlant des frigos aussi, c'est que vous pouvez même mettre des capteurs à l'intérieur de votre frigo pour prélever la température ou l'état, une petite caméra avec capteur pour prélever l'état de vos nourritures là-bas. Et ces capteurs-là peuvent vous contacter par Internet, via Internet à votre téléphone pour vous dire que bon, vos tomates veulent être pourries. Peut-être qu'il faut manger ça ou bien il faut jeter ça. Donc, il y a bien d'applications. Donc, moi, quand je parle d'Internet objet, c'est vraiment mettre l'Internet dans tout, carrément tout. Dans vos habits, dans le champ, sous le sol, dans les airs, partout, mais avec l'intention de rendre la vie de l'humain très facile, de simplifier la vie de l'humain.
Et donc, je peux parler de l'Internet d'objets pendant des journées, bien sûr, mais bien sûr, je sais qu'on a des soucis de temps. Ouais. Et aussi, quel est ce conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui peuvent embrasser ces secteurs aussi pointus que la technologie? Oui. Comment ils peuvent faire? À la base, moi, je dois leur dire que c'est bien l'éducation qu'on a comme base, mais il faut qu'on puisse considérer ça vraiment comme base. Quand vous allez à l'ULPGL, vous allez à Unigom, à ICIJ, à la Sapienza, ou n'importe où vous étudiez, il faut vous dire qu'ils me donnent vraiment des bases. On ne vous donne pas de quoi devenir, et partout au monde, même Stanford, même Oxford, on ne vous donne pas de quoi devenir ingénieur top, un ingénieur top à Microsoft, à Google ou ailleurs. Mais il faut aussi se réjouir du fait que maintenant, par rapport aux gens qui étaient à l'école il y a 20 ans, vous avez tout vraiment à un clic sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Tout le savoir est là. Avec ChatGPT, avec Gemini, avec tous ces outils ici d'apprentissage, même avec des outils payants. Il y a des plateformes comme Coursera que des gens peuvent utiliser pour avoir des cours que les mêmes étudiants de Stanford ou de Harvard auxquels ils ont accès à un prix très abordable. À Harvard ou à Stanford, ils pourront payer $60,000 l'année, mais les cours là vont être donnés à $50 sur Coursera. Et donc, à la base, ça va revenir dans le même contexte de se fixer son objectif d'abord. Quand vous fixez votre objectif, il faut commencer déjà à travailler et au-delà de vos bases. Donc, apprenez au-delà de ce que vous apprenez à l'université, apprenez au-delà de ce que traditionnellement d'autres personnes pensent. Et c'est les schémas traditionnels, votre CV et tout ça. Et puis, au-delà de ça, moi, je pense, il faut aussi commencer maintenant à vous associer aux gens. Il faut chercher des mentors. Moi, je crois que le mentorship, c'est très important. Il y a des gens comme nous et bien d'autres personnes qui sont passées par là. En tout cas, il y a beaucoup d'entre nous qui ont cette intention-là de ne pas garder notre savoir pour nous-mêmes. Et donc, il faut poser des questions, il faut être curieux et apprendre de ça. Mais aussi, il faut s'associer après ça aussi. Ça ne sert à rien de vouloir travailler Donc, personne n'a su faire quelque chose de très bon par lui-même. Et on doit comprendre ça chez nous ici. Et ça ne sert à rien d'avoir la plus belle maison du village si toutes les maisons autour de cette maison-là sont en faillite. Et c'est alors que vous avez des problèmes de sécurité parce que les personnes qui devraient évoluer avec vous, ce sont des personnes maintenant qui sont dans un état qui ne peut pas vous aider à collaborer avec eux. Et donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à vouloir s'associer aux personnes qui ont des idées similaires pour grandir ensemble et apprendre ensemble. Et puis, après, il y a l'excellence et la persévérance. Quand on continue à persévérer dans ce qu'on fait, l'opportunité va se pointer. En tout cas. Donc, fondamentalement, vraiment, grosso modo, en bref, je pense que nos jeunes, il y a quelqu'un d'ailleurs de l'ULPG qui m'a posé la question par rapport à ça, mais on nous apprend beaucoup de maths, beaucoup de physique, on n'utilise pas ça. Mais j'ai dit, ce sont les bases encore. Il ne faut pas confondre les bases avec ce que toi, tu dois faire. Et personne, il n'y a pas un professeur, il n'y a pas un mentor qui te connaît mieux que toi-même. Donc, trace ton propre schéma et puis sois au contrôle. Utilise toutes les personnes sur ta voie pour contribuer à ces schémas-là. Mais n'essaie pas de t'asseoir au banc et de te dire, viens me donner ce dont j'ai besoin pour devenir ingénieur à Silicon Valley. Non, personne ne connaît ça. Et peut-être ton parcours pour devenir ingénieur est différent du mien, ou ton parcours pour devenir n'importe quel rôle que tu te fixes dans la vie. Alors, pour finir, Josuel, quels sont vos prochains projets et aspirations pour la RDC, mais l'Afrique? Oui, merci. Pour ne pas tomber dans le même piège que j'ai évoqué, de vouloir juste créer des choses qui ne restent pas, j'ai quand même assez de projets que je veux continuer à faire croître. Je pense qu'on est à nos débuts partout. Notre thème ou notre motto, donc notre devise chez Coafrica, c'est réinventer le tourisme en Afrique. Nous pensons qu'on n'est même pas à 5% de là, donc on va vouloir vraiment continuer à travailler pour faire redorer l'image de la RDC et de l'Afrique dans ça. Il y a Jenga Congo qui me tient à cœur parce que
on n'a pas des unicornes ici. Mais je veux qu'on puisse en arriver là. Je veux qu'on puisse créer vraiment une coalition, un écosystème d'innovation en commençant par notre ville. Je sais qu'il y a beaucoup de plans qui se font pas par moi, mais par des amis aussi. Il y a, je crois, Goma Tech Summit qui vient bientôt et bien d'autres grands projets. Mon idée, vraiment, mon projet, c'est de dire, bon, Jenga va venir amener sa pierre chaque fois, mais on veut voir des fruits de ce qu'on veut faire aussi venir. Et puis après, comme j'ai dit en commençant, je suis passionné du Congo. Je veux voir une RDC vraiment digitale. Ça me tient à cœur. Je veux voir des solutions. Quand on parle aujourd'hui, on parle de la guerre qui se passe ici à côté de nous, mais il y a aussi une guerre, une cyber-guerre qui se passe via l'Internet. Et moi, je pense qu'actuellement, notre pays, on est vraiment en retard par rapport à ça. On perd toutes ces guerres-là. La guerre d'opinion en termes numériques. Il y a des choses qui se disent sur X, sur Twitter, donc sur Instagram, partout sur les réseaux. Mais est-ce que vraiment le Congo est en train de se présenter là-bas comme il devrait se présenter? Il y a des guerres en termes de même la protection de nos données. Moi, je pense que venir et voler les données des Congolais, c'est un acte de guerre. Nos ressources ne sont pas que des ressources naturelles ou minières. Moi, je pense que nos données, tout ce qu'on produit en termes de documents qu'on produit, de messages qu'on envoie à nos amis, à nos proches, ce sont des ressources à protéger. Donc, pour être bref, moi, je pense que je veux voir une RDC digitale qui vraiment est un exemple à suivre par beaucoup d'autres pays, de se dire voilà comment on protège son pays digitalement, voilà comment on révolutionne l'éducation digitalement, voilà comment on révolutionne la santé digitalement, parce que c'est un chemin forcé pour tout le monde. Et on n'a pas à faire des 100 ans pour en arriver là où les États-Unis sont. On peut déjà sauter parce qu'on a appris là où ils ont échoué. Et je suis vraiment, en parlant des projets ou des perspectives d'avenir, Jenga, Kwafrika, Groupe Utali Kwetu, Goma Tech Summit, tous les projets que les amis ont, moi je vois ça comme de pierres. Mais notre challenge maintenant, à notre niveau, c'est est-ce qu'on saura travailler ensemble pour mettre toutes ces pierres ensemble là, pour avoir un édifice qui est solide. Et que chaque Congolais verra et dira, je suis fier d'appartenir à un groupe de personnes qui ont su ériger un tel joyau. Merci beaucoup, Josuel, pour votre temps. Merci à vous. Sûrement que vous avez un temps limité ici, mais vous avez accepté de venir partager votre expérience avec notre communauté du NNP Podcast. Nous disons merci pour ça. Et on espère peut-être vous recevoir pour d'autres sujets. Sûrement que vous avez plein de trucs à partager. Aussi très grand parcours. Sinon, à tous ceux qui ont suivi cette édition, n'hésitez pas à partager à toutes les personnes que vous pensez être intéressées ou peuvent aimer cette édition. Partagez, aimez et bon voilà, faites dormir moins bête autant de personnes que vous pouvez parce que vraiment Josuel a su partager énormément de choses qui peuvent nous construire personnellement. On s'est dit à la prochaine édition et surtout restez en activité, produisez autant que vous pouvez parce que c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne peut le faire à notre place. Ciao.